Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Et dans les titres, Raymond Couder qui passe la main. Le maire UMP de Béziers a annoncé ce week-end qu'il ne briguerait pas de 4e mandat en 2014. La nouvelle mobilisation des familles des otages français au Niger, à Paris et à Nîmes notamment. Parmi eux, le gardois Daniel Laribe, détenu depuis plus de 1000 jours à présent. Les promoteurs immobiliers cassent les prix pour attirer les acheteurs. Certains professionnels jouent la carte du low cost. Les détails dans ce journal. Et puis en fin d'édition, je vous propose de découvrir le nouveau centre de culture contemporaine de la région. La Panacée a ouvert ses portes ce week-end à Montpellier. Et tout d'abord, cet accident mortel qui s'est produit sur l'A9 à hauteur de Narbonne en début d'après-midi. C'est l'interpellation d'un go-fast qui a tourné au drame. Le trafiquant de drogue roulait à très vive allure sur l'autoroute pour échapper aux douaniers quand il a percuté un 4x4. Éjecté de son véhicule, le conducteur a été tué. Il s'agit d'un Narbonnais âgé de 48 ans. À bord du go-fast de la résine de cannabis, le trafiquant présumé un hérolté a été placé en garde à vue. La mairie de Béziers n'est donc plus un objectif pour Raymond Couder. Après 3 mandats, l'édile UMP passe la main au député Elie Abou, mais ne se retire pas pour autant de la vie politique. Après l'élection de 2014, Raymond Couder entend se concentrer sur le Sénat et l'agglomération biterroise. Une annonce solennelle faite samedi soir. Olivier Roiran. J'ai décidé de passer ce témoin au niveau municipal dès la prochaine échéance à Elie Abou. Raymond Couder, au bord des larmes, applaudi par ses partisans et par le député Elie Aboud. C'est lui qui mènera la liste UMP pour les prochaines municipales à Béziers. Le maire sortant passe la main après 3 mandats, même s'il souhaite rester dans l'équipe municipale. Il veut avant tout se consacrer à la présidence de l'agglomération, à son mandat de sénateur, mais aussi libérer un peu de temps pour sa famille. Il faut savoir à un moment passer le relais dans de bonnes conditions. Et également savoir se centrer sur des activités qui sont prenantes comme le Sénat et la communauté d'agglomération. Et la bataille de Béziers s'annonce rude en 2014 avec l'offensive de Robert Ménard et du Front National. Mais le maire sortant assure qu'il n'a pas pris sa décision pour fuir le combat. Elie Aboud, lui, jubile. Le député hyperactif est galvanisé par sa victoire aux législatives il y a 6 mois. Pour que Béziers reste UMP, il compte bien ouvrir largement sa liste. Je prendrai la liste avec un parti politique qui s'appelle Béziers. Et à côté de moi, il y aura des biterrois non politiques, il y aura d'autres formations politiques, il y aura certainement des gens qui viennent d'autres horizons parce qu'on n'est pas dans un combat législatif là. Les législatifs c'était il y a quelques mois. On est dans un combat pour une ville, il faut additionner les talents. Et s'il était élu en mars 2014, Elie Aboud le confirme, il quittera l'Assemblée et son mandat de député pour être un maire de Béziers à plein temps. Le professeur Jean-Jacques Eledjam à la tête de la Croix-Rouge française. À 69 ans, l'ex-chef des urgences du CHU de Montpellier a été élu samedi à la présidence de l'organisation humanitaire. Jean-Jacques Eledjam est bénévole à la Croix-Rouge depuis 2004. En juin 2011, il avait été élu administrateur national de l'association. Cela fait 1000 jours que Thierry Doll, Daniel Laribe, Pierre Legrand et Marc Ferré sont retenus au Niger. Les 4 hommes ont été enlevés le 16 septembre 2010 sur le site d'Arlit par Al-Qaïda au Maghreb islamique alors qu'ils travaillaient pour les entreprises Vinci et Areva. Samedi, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France afin de leur apporter du soutien. À Nîmes, 250 personnes étaient présentes et parmi elles, Marion Laribe, la fille de l'un des 4 otages. Camille Michelin. Un lâcher de colombes envoyé aux 4 otages détenus depuis 1000 jours comme un appel à la liberté. À Nîmes, samedi, ils étaient 250 à se rassembler sur l'esplanade, vêtus de blanc et de bleu, couleur de la paix et du soutien. Aujourd'hui, ils veulent hausser le ton face au pouvoir public et aux entreprises Vinci et Areva qui employaient les 4 otages. L'État est le premier responsable de la sécurité de ses ressortissants à l'étranger. On trouve inadmissible qu'au bout de 1000 jours, on ne sache pas par qui ils ont été pris, où ils sont, dans quel état ils sont et qu'attend-on des négociations entre le 10 septembre 2010 et le 22 juin 2013. Pour nous, ces questions
n'ont pas évolué. Les proches de Daniel, Thierry, Marc et Pierre veulent briser le silence de ces 2 dernières années. Parmi eux, les familles, les proches et le comité de soutien aux otages qui revendiquent le droit de savoir et dénoncent l'inaction des autorités. On est là pour montrer au gouvernement et aux sociétés qu'on est tous mobilisés, qu'on est tous solidaires et on leur demande de faire ce qui est en leur pouvoir pour les sortir de là. On sait qu'il y a un contact qui a été établi avec les ravisseurs. Malheureusement, le gouvernement jusque-là nous a tenu un double discours en nous disant qu'aucun contact n'était établi. Donc on voudrait sortir de ce mensonge, de cette duperie et on voudrait qu'ils prennent maintenant leurs responsabilités parce que le contact a été établi en dehors de l'action de l'État et désormais il faut qu'ils prennent le relais et qu'ils travaillent sur la base de négociations pour sortir les otages de là. Le rassemblement s'est poursuivi au pied de la banderole de la maison du département déployée au début de l'année. Les proches ont tour à tour crié leur détresse, mais aussi leur amour à Daniel Laribe. À ce jour, une centaine de banderoles de soutien a été déployée sur les frontons des mairies, conseils généraux et régionaux. L'année 2012 a été plutôt difficile pour les promoteurs immobiliers. Beaucoup ont revu leurs projets à la baisse, notamment en Languedoc-Roussillon. Selon la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, les mises en chantier ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1993, soit 23 100 logements autorisés seulement. Pour attirer les acheteurs, certains promoteurs cassent les prix, mais cette tendance émergente du low cost ne fait pas l'unanimité dans ce secteur. Morgane Jacob. Une résidence en centre-ville signée Jean-Charles de Castelbajac et au prix concurrentiel, c'est le concept Coloramor. Des couleurs pour égayer un quotidien miné par la crise. Un de ses secrets, une vente uniquement sur Internet. En supprimant la case agence immobilière, les promoteurs espèrent déjà diminuer le prix d'achat d'au moins 5%. C'est parti d'une idée en fait qui est purement liée à la crise en fait, puisqu'on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui, on a un large panel de clients qui ne peut acheter de logement sur Montpellier et partout en France parce que les prix sont hauts. Voilà. Donc on s'est dit comment pouvoir arriver à construire le moins cher possible et essayer de séduire le plus possible. Et ils ne sont pas les seuls à écraser les prix. À grand renfort de communication, une seconde agence de promotion immobilière montpelliéraine mise sur l'aspect vente flash. Vendre vite pour vendre moins cher, un cercle qui serait vertueux. La baisse de prix engendre la baisse de prix. Donc par exemple sur ce type d'opération, la taille de l'opération permet des économies d'échelle, donc un coût de construction à la baisse. Nous allons également avoir un process de conception très strict qui nous permet là aussi de réduire les coûts de construction. Et la réduction des coûts de construction engendre la réduction de toutes les charges induites. Des initiatives pour faciliter l'accès à la propriété dans un contexte qui s'y prête peu, une tendance naissante mais pas généralisable. Le prix de l'immobilier, il est relativement simple, c'est le foncier, le prix de la construction et les honoraires qui sont autour avec une petite marge du promoteur. Aujourd'hui, il y a quelques opérateurs qui peuvent faire un effet d'annonce très clair, mais ces opérateurs restent sur une production très très faible. Ça peut déstabiliser sur une partie marketing, mais pas du tout sur le marché. Peu de risques donc que ces démarches bousculent les prix de l'immobilier pour lesquels l'emplacement reste un facteur prédominant. Et en matière d'amélioration du logement, le Conseil régional met en œuvre un prêt bonifié pour la rénovation énergétique. Le dispositif Rénov'Air est destiné à financer les travaux d'isolation et d'équipement qui permettent de réduire la facture d'énergie. Écoutez. On vient de signer un protocole d'accord avec des partenaires banquiers et EDF, avec la Banque Populaire et EDF, pour économiser l'énergie dans sa maison et donc ou dans son appartement, et donc faire des travaux d'isolation ou rentrer dans la basse consommation. Et on s'est rendu compte que si la région impulsait cela, elle prend à son compte les taux d'intérêt, et la région prenant en compte les taux d'intérêt de l'argent nécessaire pour investir, eh bien avec les économies d'énergie, ça coûte pratiquement rien, voire rien, à celui ou celle qui investit dans son logement et dans sa maison. On leur évite de dépenser inutilement de l'argent dans l'énergie qui s'envole, qui part en fumée, en isolant, et plutôt que de mettre cet argent dans l'énergie qui partira, eh bien on leur propose de le mettre dans l'investissement de leur logement.
Et dans un premier temps, l'enveloppe mise à disposition par la région est de 500 000 €, ce qui correspond au financement d'1 millier de projets environ. On passe au sport avec la solitaire du Figaro et le bon parcours de Xavier Macaire. Le skipper héroltais a terminé second au classement général. Le sociétaire du centre d'entraînement Méditerranée de la Grande Motte a remporté la 3e place de la dernière étape. Et c'est le navigateur Yann Eliès qui a remporté la course en solitaire. Puis en tennis féminin, c'est Anna Konjuh qui a remporté le 8e Open Montpellier Agglomération Héros hier soir à Grabel. La première mondiale junior a battu la Russe Irina Kromacheva en 2-7, 6-3, 6-1. À tout juste 15 ans et demi, la joueuse croate remporte ainsi son premier tournoi professionnel. Elle sera demain à Wimbledon pour disputer le tournoi junior. C'est un jackpot de 911 509 € que cet homme a remporté hier soir au casino de Palavas. Pierre a tenté sa chance au bandit manchot et là, les 3 sets enflammés sont apparus sur la machine. Un homme décidément très en veine. En avril dernier, ce Clermontais avait déjà remporté le gros lot au casino de Vichy. Il avait alors empoché 1 645 000 €. On l'écoute au micro de Vincent Prieur. Nous sommes arrivés avec mon épouse hier soir vers 20h à peu près. On s'est posé à l'hôtel et on est descendu à Palavas pour manger dans un restaurant. Et on est passé devant le casino et on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas rentrer au casino pour passer une petite soirée. On est venu chercher un appartement pour acheter. Et voilà, donc en rentrant au casino, je me suis assis sur la première machine qui était disponible et j'ai gagné 911 000 € et des poussières. Et je précise que sur cette même machine à sous à Palavas, donc plus de 3 millions d'euros ont été remportés en 4 ans. À Montpellier, la Panacée a ouvert ses portes ce week-end. Pendant plus de 6 ans de travaux, l'ancien collège royal de médecine au cœur de la ville a été transformé, rénové, repensé. C'est à présent le centre de culture contemporaine de Montpellier, à la fois espace d'exposition, résidence universitaire et lieu de création. Visite guidée. La bâtisse d'origine a plus de 500 ans, mais derrière cette façade, un cube blanc résolument moderne. Au centre, un patio encadré par l'espace d'exposition. Sur ce mur digital, des milliers de messages piochés sur le net. Cette œuvre new-yorkaise participe aux Conversations électriques, la première exposition de la saison d'ouverture du Centre d'art contemporain. Cette œuvre prend tout son sens ici, surtout quand on la considère comme une métaphore. Elle traite de la lecture et de l'écriture. L'écriture, les gens contribuent à l'œuvre, et puis la lecture, les gens entrent dans cette installation et lisent. Une vingtaine d'artistes exposent leurs créations ici, parfois inspirées par le lieu même de la Panacée. Par exemple, cette émission, créée au fil des visiteurs, diffusée dans tout le bâtiment sur les ondes de Radio Compost. C'est pas comme des galeries d'art classiques. C'est beaucoup plus interactif. Donc c'est très amusant. Lieu d'études, de création, de recherche et de rencontres, ce carrefour des arts nouveaux se propose de compléter l'offre culturelle à Montpellier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de culture sur Montpellier, mais par rapport au musée des Beaux-Arts, disons que c'est peut-être quelque chose qui est plus facilement accessible pour un public plus général. C'est un peu Montpellier de la photo, Montpellier a des cinémas, Montpellier a une université avec des artistes, et donc c'est très intéressant de voir un peu les arts numériques, les nouveaux arts, les nouvelles formes d'écriture. La Panacée, c'est un lieu d'art qui est aussi un lieu de vie. C'est la force de ce lieu-là, c'est aussi ses atouts singuliers. Là, je pense une fois de plus qu'on le mesure bien aujourd'hui, parce qu'il y a une appropriation très rapide du lieu et une volonté finalement aussi de s'emparer des possibilités de ce lieu. Vous l'avez compris, ceci n'est pas un musée, mais un centre de culture contemporain. Le lieu et ses expositions vont évoluer avec un public qui semble déjà s'être fait sien, ce concept unique dans la région. Voilà, et je précise que l'entrée de la Panacée est libre et gratuite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et à 19h30, vous retrouverez Olivier Roiran pour votre édition locale. Passez une très belle soirée sur TV Sud.